de Céline. Bonjour, Bonjour, Céline. bonjour à tous. Comment vas-tu? Très bien, très bien, très bien. Alors, Très heureuse d'être avec vous. ouais, mais tout pareil. Franchement, tout pareil. Voilà, Twitch avec ta mère pour présenter le programme. L'idée, c'est voilà, que le e-sport, c'est une pratique qui est nouvelle et au sein de laquelle il se passe plein de choses. Et moi, je fais partie d'un groupe d'artistes, de sportives et de chercheuses qui travaillent sur le sport, qui s'appelle Gongle et qui travaillent sur le sport. Et on a envie d'apprendre de l'e-sport. Et notre question principale, c'est comme on travaille nous beaucoup sur l'espace public et les espaces de sociabilité, c'est comment l'e-sport et les jeux vidéo créent des nouveaux espaces publics, comment ils créent des nouvelles formes de rencontres. Ouais. Et ça, c'est un peu ce qui sous-tend tous ces Twitch avec ta mère où en gros, les proches de la team Vitality prennent le temps de m'expliquer l'e-sport, à moi, à ta mère. Une jeune maman, alors. J'oublierai pas, merci. Ah, ça me lève un peu l'appréhension toujours de dire des bêtises quand je parle de l'e-sport, c'est vraiment trop sympa. Et là, aujourd'hui, on te rencontre, Céline, parce que toi, tu travailles ici, à la Team Vitality. Et l'idée, en fait, c'est de comprendre l'organisation du staff de la team et de comprendre, en fait, quels sont les métiers associés à l'e-sport et comment on travaille dans l'e-sport. Ouais. Et du coup, la première chose que je vais te demander, c'est de te présenter. Donc moi je m'appelle donc Céline Ferté, donc ça fait 4 ans, quasiment 4 ans que je travaille chez Team Vitality, donc un peu un dinosaure au sein de l'équipe. Donc je suis juriste de formation et précédemment j'étais juriste aussi dans le milieu des médias. Ok. Donc voilà, et je suis maman aussi de 2 enfants, dont un qui adore l'e-sport et qui suit avec moi les compétitions. Donc voilà, j'essaye de lui expliquer aussi, donc je vais essayer de faire un peu pareil. Ouais, du coup, tu es vraiment complètement dans le sujet Oui. de notre conversation. Et donc, tu dis 4 ans dans une entreprise, dans une équipe comme Vitality, c'est long. C'est déjà être un dinosaure en 4 ans. Oui. Effectivement, c'est bon, la moyenne d'âge, alors, ce n'est pas la mienne, hein, c'est 31 ans. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu pas mal d'évolutions ces 4 ans. Alors, déjà, la société a grandi. Moi, quand je suis arrivée, il y avait à peine une trentaine de salariés. On est plutôt une 50aine maintenant. Ouais. Donc, ce qui commence à faire effectivement pas mal de monde. Et oui, moi je fais partie effectivement des plus anciens maintenant, mais je pense que c'est le propre d'une société qui se construit, qui à la base est un peu considérée comme une start-up et puis qui au fur et à mesure des années grossit. Et donc et comme il y a beaucoup de jeunes aussi, je pense que c'est aussi et puis je pense que c'est lié aussi à l'actualité, à l'environnement, c'est qu'ils font 2 ans, 3 ans et puis ils partent voir ailleurs. Il n'y a plus les problèmes de chômage comme il pouvait y avoir à mon époque. Et du coup, voilà, il y a une soif de découverte, d'ambition qu'on voit pas mal. Donc effectivement, moi, voilà, je les ai vus passer, j'en vois arriver, mais là, non, c'est... Et donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est exactement ton poste ici? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, donc moi je suis directrice juridique. Donc ce qu'on appelle souvent, c'est une fonction support, c'est qu'on va être au service des opérationnels. Donc à l'instar des ressources humaines ou de la finance ou de la direction de toute partie IT, technologie. En fait, on va vraiment notre travail, c'est en fonction de ce que vont nous donner les opérationnels. Alors, quand je dis opérationnel, c'est ce qu'on appelle le core business. Donc, vraiment, ce qui nous fait vivre, c'est l'e-sport. Ouais. Donc, eux vont être au contact des joueurs, vont être au contact des organisateurs de tournois. Et c'est eux qui vont venir nous dire, voilà, est-ce que j'ai besoin de faire un contrat avec un joueur, je vends ce joueur, j'achète ce joueur. Donc, nous, on est là en support pour écrire, tout simplement parce qu'il faut avoir des documents papier, parce qu'il ne s'agit pas juste de se taper dans la main, parce que dans 2 ans, on se dira mais à combien déjà on l'avait acheté, pour combien de temps on l'avait acheté. Donc voilà, c'est ça un contrat, c'est tout simplement, vraiment une partie très contractuelle. On travaille aussi avec le partenariat. Le partenariat, c'est ceux qui vont vendre
les emplacements comme au foot, hein, il y a les maillots, les joueurs portent les maillots, et puis vous allez voir, il va y avoir marqué, je sais pas, Emirates ou Orange, et donc ça c'est de l'espace publicitaire en fait, hein, donc qu'il faut vendre auprès des partenaires. Donc on a toute la partie contractuelle aussi. Donc voilà, et puis après il y a tous les départements marketing aussi qui sont un peu aussi fonction support, qui est la visibilité de la marque à l'extérieur. Le merchandising, c'est département merchandising, ceux qui vont vendre. Justement là aujourd'hui je porte un t-shirt avec le petit logo de l'abeille Vitality. Très beau. Voilà, donc on vend les maillots, et tout ça génère des contrats. Hein. Donc nous c'est pour ça on est là toujours au service de ces départements-là. Donc voilà, il y a plein de... je dirais que c'est un peu comme n'importe quelle société. En fait, il y a une multitude de départements avec ses fonctions support au service des opérationnels. Mais je dirais que cette entreprise club e-sport, il n'y a rien d'original en fait dans sa structure en termes d'organisation. C'est exactement les mêmes métiers qu'on peut retrouver dans n'importe quel secteur. Ça, c'est important à savoir. En fait, c'est vrai que toute personne peut trouver un job au sein d'une société e-sport comme la nôtre, par exemple. Et par exemple, moi, je suis plutôt liée au milieu associatif ou au milieu culturel. Et je connais pas forcément bien la structuration, même des entreprises privées, finalement. Oui. Et est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire pour nous, là, maintenant, de nous expliquer... comment est structuré, nous faire un peu comme quels sont les différents secteurs de l'entreprise, combien de personnes il y a dedans, comment ça se passe. Oui, en termes de, je dirais, purement ressources humaines. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement. D'ailleurs, je ne sais pas si je les ai citées tout à l'heure, mais effectivement, les ressources humaines, c'est une grande partie parce que puis ils sont en contact avec tous les salariés, puisqu'il y a bien un moment où il faut les recruter. Donc, chez nous, il y a 2 cofondateurs. Ouais. Nico et Néo qui ont créé la société. En dessous, il y a des directeurs. Donc, il y en a 8. Il y a 8 directeurs. Ce qui est intéressant, c'est que typiquement, il y a une vraie parité. Il y a 4 hommes, 4 femmes. Donc, c'est plutôt assez chouette. Et comme quoi, l'e-sport, il y a quand même des femmes. Attendez, parce que là, je vais mettre un gling. C'est la première fois que j'utilise cette fonctionnalité qu'on a mis 2 jours à mettre en place. Et je pense que tu peux redire combien d'hommes et de femmes ? Il y a alors 4 hommes, 4 femmes. Ok. Faut que je trouve des bonnes occasions de win en fait pour mettre mes glings. Donc la parité, ça fait... On va essayer un maximum d'en mettre alors. Merci, excuse-moi de t'avoir perturbée. Et après, en dessous, il y a ce qu'on appelle les head-off. Donc c'est encore... Voilà, c'est la catégorie en dessous. Et puis après, en dessous, il y a les managers et en dessous, les spécialistes. Mais voilà, sur une 50aine de personnes, il y a les 2 cofondateurs. Dans les 2 cofondateurs, il y a les 8. Quand je disais 8, il y a notamment les 2 cofondateurs. Donc il reste du coup même... Attendez, je me mélange dans mes doigts. Alors normalement, ici, on va nous faire un schéma avec tout ça sur lequel... Alors, en gros, il y a 4 femmes, 2 cofondateurs et 2 autres hommes. Ok. Donc même si on met à part en fait les 2 cofondateurs, on se retrouve même en majorité. Et donc voilà, après je crois qu'il y a quelques head-off, il n'y en a pas énormément, puis après c'est surtout manager, mais pas forcément obligé de manager quelqu'un en fait, c'est manager de projet aussi, c'est plus dans ce sens-là. D'accord. Et si on en revient du coup à la parité, alors au niveau de la société dans sa globalité, il y a à peu près 69% d'hommes pour 31% de femmes. D'accord. Donc c'est là où la représentation féminine est un peu plus basse. Et voilà. Bon. Mais c'est quand même une représentation féminine qui reste importante pour l'e-sport. Ouais, et pour la tech aussi, peut-être, j'imagine. Oui, parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance à penser e-sport, c'est plutôt un milieu masculin. Et en même temps, oui et non, parce que quand on regarde les statistiques, je crois que pour quand tu regardes les amateurs, les joueurs amateurs, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc,
Bon, après, au niveau professionnel, quand on parle vraiment au niveau des joueurs, là, c'est la dégringolade totale au niveau de représentativité des femmes. Mais je crois que c'est assez général au sport, en fait, parce que Oui. je crois même qu'il y a plus, dans les pratiques sportives amateurs, etc., il y a plus de femmes que d'hommes. Enfin, il y a plus et puis après, effectivement... Et puis, quand on arrive sur la professionnalisation et surtout la visibilité, c'est les hommes qui sont visibilisés. En fait, ouais, je pense on dit souvent en fait que les femmes vont avoir tendance à pas penser forcément au jour le jour, mais être déjà dans une anticipation de qu'est-ce qu'elles vont faire dans 5 ans, dans 10 ans, que les hommes vont être plus, effectivement, un peu plus au jour le jour. Donc du coup, une femme se dire, est-ce que j'ai envie pendant des années, être 8 heures par jour devant mon ordinateur, à jouer, j'ai envie de construire ma vie, de construire une famille. Et il y a ce type de projection-là qui fait que peut-être on se réfrègne un peu. Et possible aussi, surtout, manque de modèles, manque de... donc ça, c'est au niveau des joueurs, hein, mais même au niveau de l'e-sport en tant qu'industrie. Moi, j'ai découvert qu'il y avait, que ça existait en fait, que potentiellement le travail que je faisais pour une chaîne de télévision il y a quelques années, je pouvais faire exactement la même chose dans ce milieu-là. Et ça a été une vraie découverte. Et comment tu l'as découvert, ça ? Alors, ça, c'est la petite anecdote. J'ai rencontré un des cofondateurs dans une salle d'attente chez le pédiatre. C'est vraiment un vrai Twitch avec maman, quoi. C'est vraiment ça. Voilà, et on se connaissait par contact interposé et voilà, et ça s'est fait comme ça en discutant en salle d'attente. Mais moi, c'était un vrai coup de cœur. Je me suis découvert une vraie passion pour l'e-sport, pour la compétition, et j'ai trouvé vraiment ma place dans cette société, quoi. Et du coup, toi, c'est quoi qui t'intéresse justement dans l'e-sport, dans la compétition ? Qu'est-ce que tu regardes ? À quoi tu es attentive ? Alors, moi, ce que j'aime, c'est la compétition. J'aime être supportrice, me dire, là, c'est même... Je vibre, en fait, vraiment avec une équipe. En plus de ça, pour qui j'ai fait les contrats, souvent, des joueurs. Donc, je me dis, c'est un peu mes bébés. Je les vois vivre. Enfin, il y a un vrai attachement auprès des joueurs. Donc, je pense qu'il y a un truc comme ça qui est fait que, du coup, c'est pas simplement... Alors, c'est là où c'est un peu dangereux. C'est-à-dire que au quotidien, je travaille là-dedans, mais même quand je rentre chez moi ou le week-end, je regarde quasiment tous les matchs. On a une petite connexion là qui se met en place, mise en place très discrètement par Lucille Poiret. Une petite main. Disons qu'effectivement, ça peut bouffer un peu la vie. C'est-à-dire que je peux être avec mon conjoint... il faut demander à Alex de fermer son micro. Ouais, je lui ai demandé déjà. Tu l'as demandé déjà ? Ouais. Nous, on peut lui... Alex. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc, Alexandra Cohen, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de cette conversation, on a Lucille Poiret qui est en train de réaliser un schéma pour... Succinct, du coup. Lucille Poiret qui est en train de réaliser un schéma sur le projet et sur notre discussion. Et Alexandra Cohen qui arrive là, qui fera une synthèse de ce schéma. Super. Je vous laisse. Coucou Alex. À tout à l'heure. Donc le fait est que moi quand je regarde un film ou une série dans mon canapé le soir à côté, j'ai mon téléphone, je regarde en même temps le match ou parfois je suis au restaurant avec des copains et je regarde aussi les matchs. Et il y a un côté, et si on perd, je vais être un peu de mauvaise humeur pendant l'heure qui suit, et du coup c'est là où je me dis faut faire attention, faut arriver à mettre une distance quand même par rapport à ça, parce que ça peut vite être très... ça bouffe, quoi, en fait. Donc, ça, c'est un truc un peu d'auto-régulation, d'autocontrôle. Ouais. Mais, donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et inversement, voilà, le danger, c'est ça, c'est d'être un peu trop pris dans la ferveur de quand on gagne, on est super content, et ça se ressent même dans l'ambiance au bureau. Les gens, on sent, l'année dernière, ça a été une super année en termes de résultats.
Et il y avait on sentait en fait que les gens étaient, ça les portait en fait. Et par contre, dès qu'on perd, ça redescend et c'est là où il faut arriver à se détacher. C'est de la même manière que sur les réseaux sociaux aussi. Il y a on peut en parler maintenant, mais il y a une toxicité quand même qui peut être super dure. Parce que c'est très violent, parce qu'il y a cet écran, cette anonymisation des profils qui font que les gens se croient tout permis. Donc c'est pas uniquement lié à l'e-sport, hein, mais c'est lié à Twitter, à X maintenant, où je pense que pour certains jeunes salariés qui sont pas forcément habitués, qui n'ont pas forcément tous les protections en fait, qui se sont pas construits encore avec ça et qui peuvent prendre de plein fouet, notamment je pense aux community managers, je pense que ça doit être difficile. Ça doit être difficile au quotidien parfois de prendre toute cette haine et puis parfois tout cet amour en fait. Il y a aussi les supporters des équipes adverses, pareil, qui aiment bien chambrer, mais parfois ça va même au-delà. Hein, et on parle beaucoup de santé mentale, nous, chez Vitality, parce que ça fait partie des sujets qu'on a pris vraiment à bras-le-corps. Parce que c'est assez présent et parce qu'aussi c'est un public très jeune, une audience très jeune en fait, que ça soit au niveau des joueurs et des fans. Donc, Et ça se traduit comment, cette prise en charge des salariés ? Alors moi typiquement je fais partie du CSE, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille pas mal avec les RH, d'essayer de remonter un peu le pouls de la société, de mettre un peu des alertes, parce que typiquement en tant que CSE, les salariés peuvent plus facilement parfois venir nous voir, ont plus le réflexe de venir nous voir que les ressources humaines, donc on va effectivement essayer d'apporter une parole, et puis donc ça c'est moi à titre personnel. Les ressources humaines sont également très sensibilisées à ça. On a aussi monté tout un dispositif pour lutter contre la santé pour la santé mentale, qui s'appelle CARE, qui est, alors je n'avais pas spécialement prévu en parler, mais c'est qui a été créé notamment suite au décès d'un de nos joueurs l'année dernière, d'un suicide, qui fait que du coup on a essayé effectivement de se dire c'est un problème qu'il faut vraiment prendre à bras le corps parce qu'il existe et que c'est vraiment présent, donc avec des vidéos, des témoignages. C'est associé à certaines associations aussi, donc voilà. Mais c'est un vrai sujet dans l'e-sport que j'avais pas moi j'en avais pas du tout conscience avant, surtout que je suis très peu sur Twitter, mais quand je commence à me mettre dedans, je fais ah ouais, en fait ça va loin, va loin. Et même sur des autres équipes, hein, on voit parfois des gens qui tweetent, ou même la semaine dernière, je crois que c'est un des diffuseurs de League of Legends, Division 2, qui a coupé en fait, qui n'a pas diffusé le match parce que tout le monde était à la recherche d'un jeune qui faisait des appels au secours sur Twitter, et du coup il y a eu vraiment il y a eu toute une retombée. Alors j'ai pas les détails, je suis pas spécialiste ni rien, mais j'ai lu ça, j'étais là, ouais, ça va loin quand même. D'accord. Des appels aux secours, c'est-à-dire qui postent, qui tweetent en fait en disant je vais pas bien, j'en ai marre, je coupe, peut-être définitivement, voilà, avec des mots un peu qui disent bon, finalement ils l'ont retrouvé, tout va bien, mais il y a des fois c'est pas forcément le cas. Donc, en fait, c'est aussi des espaces d'expression et de rencontres, et du coup aussi d'expression, de problèmes sociaux plus larges, etc. Quoi. Ouais. C'est aussi le signe que c'est des espaces où on peut le dire. Oui, aussi. Et en même temps, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il est aussi. Mais on leur dit peut-être que Twitter n'est pas forcément le meilleur endroit pour exprimer les choses. Et toutes les équipes ont relayé encore récemment en disant on est disponible, les CM sont là. Enfin, il y a plus du parlez-en, allez voir des spécialistes. On a redonné aussi les liens vers les associations qui sont en charge de ça, pour repousser vers les associations, parce nous-mêmes, on n'est pas armés pour gérer ça de toute façon au quotidien. Donc, je dirais que ça, c'est la partie un peu noire du monde du e-sport, mais voilà, il n'y a pas que ça, heureusement. Ouais, puis c'est aussi le reflet d'une société, oui, surtout en ce moment, exactement.
où les jeunes vont pas bien, Ouais. où il n'y a jamais eu autant de demandes de rendez-vous chez les psychologues parce qu'il y a un vrai problème. Donc effectivement, je pense que c'est juste le reflet d'un autre, enfin, ou du moins la concrétisation d'un problème plus large. En fait. Ouais. Et la preuve que c'est aussi un espace d'expression finalement pour la jeunesse Oui. qui va bien au-delà du sport, comme souvent le sont. Comme souvent je pense au football notamment, qui est un espace d'expression beaucoup plus large. Et j'ai un petit peu envie, Céline, qu'on revienne sur cette question de l'organisation du travail et des différents postes, parce que en fait, ma question, elle est aussi sur, je sais pas justement si mettons un adolescent ou une adolescente qui nous écoute là maintenant, comment il ou elle pourrait se projeter dans un métier de l'e-sport. Alors, je pense qu'il faudrait avoir déjà une petite appétence pour l'e-sport. Ok. Sinon, je pense qu'au quotidien, mais je dirais dans tout métier, il y a un peu ça quand même, pour prendre plaisir à venir travailler le matin. Il faut avoir une appétence pour le sujet, le domaine dans lequel on travaille. Mais bon, effectivement, c'est pas forcément lié que à l'e-sport. Une petite compréhension, mais il y a plein de gens, nous, mais comme moi d'ailleurs, qui sont pas du tout des gamers. C'est-à-dire que c'est pas du tout une obligation et à la limite c'est même pas ce qu'on recherche, parce que ça s'apprend en fait. Quand on regarde les compétitions, quand c'est quelque chose qu'on peut découvrir sur le tas, faut juste être motivé. Mais après, ce que je disais au début, c'est qu'il y a plein de métiers différents. Donc ça peut être même un chargé de production, ça peut être... un chargé de production dans l'e-sport, il fait quoi par exemple? Nous, on a plein d'événements qui sont retransmis sur Twitch, qu'on organise. Encore, par exemple, mercredi, il y avait une compétition, il y avait une viewing party, donc on invitait les gens qui voulaient venir à regarder un match de Vitality contre une autre équipe, et donc qui s'est retransmis. Et donc, du coup, il faut des caméras, il faut un plateau, une organisation. Donc, il y a typiquement, il y a des caméramans, des cadreurs plutôt. Il y a toute la partie technique aussi, parce qu'il faut organiser, ça s'organise, un plateau comme ça, il faut avoir des gens qui connaissent en régie, qui ont des dispositions. Mais bon, après, ça peut être, donc community manager, il y a aussi, donc, qui gère les réseaux sociaux de Vitality. Il y a toute la partie presse. Et gérer les réseaux sociaux chez Vitality, par exemple, ça veut dire, ça se fait comment? C'est des tweets, c'est des petites vidéos, c'est alimenté au quotidien dès qu'il y a une compétition notamment, de poster des choses en lien, d'essayer d'avoir le bon mot. Souvent, ils trouvent le bon gif, le bon mème, vraiment avoir de l'humour en fait. Donc voilà, mais il y a vraiment tous les... En fait, je pense qu'il y a pas mal... Alors, dans le métier du divertissement, évidemment, mais il y a toute la partie partenariat, c'est les gens qui vendent... qui essayent de vendre la marque pour obtenir des partenaires. Et puis après, ça va être toute la mise en place du partenariat. C'est de faire un maximum de choses avec le partenaire pour faire vivre... Alors, on me fait signe que le chat est très actif et que j'ai pas du tout regardé. C'est vraiment... Du coup, il y a Willy qui travaille sur l'insertion professionnelle au centre Curial, qui est là aux côtés d'Alexandra. Bonjour Willy, c'est hyper cool que tu sois là. Et du coup, il y a une question là qui est posée, qui est comment franchir le pas entre la pratique du jeu amatrice et professionnelle. Alors, bonjour Willy. Et ça, c'est plutôt une question de ODC 2021. C'est pas une question de Willy. Ah, d'accord. Ouais, mais on salue quand même Willy, bien sûr. Donc, il y a cette question du pas entre pratique du jeu amatrice et professionnelle. Et ça, c'est vrai que... Fabien, du coup, qui travaille au V-Café, disait que c'est quelque chose dont il discute beaucoup avec les joueurs qui viennent ici. Ouais. Bien sûr. Alors, faut être bon. Et comment... donc, plus on pratique, plus on est bon. Et après, souvent, il y a du scouting, en fait. C'est-à-dire que on a des gens, nous, ici, qui vont aller regarder des tournois amateurs, les petites compétitions à droite, à gauche, qui vont vraiment faire de la veille et qui vont se dire « Ah,
lui, il a que 16 ans, voire 15 ans. Ouais. C'était ski pour Zen sur Rocket League. Et il arrive, on l'a découvert assez rapidement. Et parce que tout d'un coup, on se dit, on sent le gros potentiel. Donc, il va faire des tests. Ils vont venir. Alors, moi, c'est pas forcément la partie que je connais le mieux, mais voilà, de ce que je sais, c'est que c'est vraiment. Il faut participer à un maximum de tournois amateurs, je pense, pour effectivement essayer de remporter des prix. Se faire voir en fait, à chaque fois c'est ça, c'est la visibilité, essayer de se faire voir. Du coup aussi ce passage amateur professionnel, il peut se faire du coup dans le fait de devenir un e-sportif professionnel, mais finalement dans tous les métiers dont on était en train de parler aussi, c'est peut-être ça qu'il faut garder en tête, parce que, comme tu disais tout à l'heure, e-sportif, c'est une carrière forcément courte. C'est pour ça que peut-être que certaines personnes ont du mal à se projeter là-dedans, parce qu'il y a aussi une espèce de facteur de risque. Voilà, et du coup, il y a tous ces autres métiers. Et je me permets aussi de remonter cette question du compte Questa Girls. Est-ce que c'est pas un monde un peu fermé ? Est-ce qu'il y a une homogénéité, par exemple, des profils qui sont présents, ou on parle de la parité homme-femme, il y a aussi les questions raciales et aussi, est-ce qu'il y a des jeunes des quartiers populaires qui travaillent chez Vita, par exemple ? Alors, je dirais que c'est la base, c'est-à-dire que nous, on va prendre un profil quand... Alors, j'ai juste un petit... Je m'entends beaucoup, pardon. Un petit... C'est un tout petit peu le son. Pardon. Ah ouais, bien sûr. Désolée. Excuse-nous. Je m'entends. On a plongé en fait dans cet entretien sans même faire nos... Donc, en fait, ça va dépendre effectivement. On va chercher des profils, parce qu'on a beaucoup recruté ces dernières années. Ce qui va être important le plus pour nous, c'est quelqu'un qui va être motivé, spécialiste dans le domaine quand même qu'on cherche, mais l'idée aussi c'est de faire grandir. Il y a beaucoup de jeunes chez nous qui ont commencé à 23, 24 ans et qui restent, qui évoluent et qui grandissent, donc, et pas forcément ce que je disais tout à l'heure, pas du tout des gamers. Ça va être... alors il y a pas mal de gens du sport qui viennent du monde, parce qu'il y a quand même une passerelle, sport, c'est parce que c'est un peu les mêmes modes de fonctionnement. D'ailleurs, quand je compare Vitality et que j'explique ce qu'est Vitality à des gens qui n'y connaissent rien en e-sport, je compare souvent au PSG pour justement avoir un peu une idée. Mais du coup, voilà, quelqu'un qui va parler anglais, parce que ça pour nous, ça c'est indispensable, parce que on a des profils internationaux au sein de Vitality, qui viennent d'Allemagne, du Danemark ou d'Angleterre. Il faut pouvoir communiquer au quotidien avec eux. Il y a les joueurs aussi, qui la plupart ne sont pas français, donc il faut pouvoir, pareil, souvent on est en contact avec eux. Donc c'est vrai que je dirais que c'est ça en fait finalement le plus important. Nous, s'il y a des profils... on cherche à avoir des femmes, ça c'est sûr que... mais après, c'est pas pour autant... à CV... on va pas prendre une femme parce que c'est une femme non plus. L'idée, c'est pas de faire ça non plus. Mais il y a une espèce de bienveillance de manière générale. De toute façon, chez nous, il n'y a aucune discrimination faite là-dessus. C'est vraiment quel que soit le sexe, quel que soit le genre, la couleur de peau, c'est absolument pas, heureusement. Je pense que sinon, vu les jeunes ici, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient déjà partis si c'était ce que ça renvoyait ici, chez Vitality. Ouais, c'est important. Là, on est on arrive aux 30 minutes, et c'était dis donc, cette conversation est filée. Et il y a une question du coup de ODC 2021. Qu'est-ce qu'on recherche des joueurs plutôt spécialisés dans un jeu ou plutôt plus polyvalents ? Spécialisés dans un jeu. Spécialisés dans un jeu. Ouais. Parce que je crois, de ce que je comprends, c'est que pour être performant, il n'y a pas le choix que d'être spécialisé dans un jeu. C'est un jeu et il faut être au top du top sur ce jeu-là. Et du coup, ça veut dire qu'il consacre énormément d'heures d'entraînement. Donc, c'est pas possible, en fait, de diviser les nombres d'heures. Disons que s'il divise sur plusieurs jeux, forcément, celui qui aura consacré 8 heures
versus celui qui aura consacré 2 heures, il sera forcément plus performant et du coup, c'est ce qui nous intéressera le plus. L'ambition, c'est la performance, hein. Alors, c'est de gagner, mais aussi l'idée de la performance. Donc, voilà. Est-ce que, du coup, la journée type d'un joueur pro nous demande... Alors, nous, on essaye beaucoup... Enfin, déjà, ils sont très entourés par du staff. Faut savoir qu'on essaye de leur donner une hygiène de vie assez... alors, pas stricte, mais en tout cas... de leur redonner une bonne hygiène de vie, donc c'est-à-dire se lever à 8h et non pas se coucher à 8h. Vous inversez parce le quotidien des que, mine de rien, un corps sain fait un esprit sain, hein, c'est tout basique. Et il y a une telle capacité, on leur demande un tel niveau d'exigence au niveau de leur cerveau, de leurs neurones, de leur capacité à cliquer, les réflexes, qu'il faut qu'ils soient bien dans leur corps, en fait, qu'ils aient dormi. Donc, donc, du coup, il y a tout un coaching staff autour d'eux, que ce soit des managers, mais aussi des nutritionnistes, des performance managers, donc qui vont vraiment gérer le stress aussi. Donc voilà, donc la journée type, ça va être de se lever, prendre un petit déjeuner, et puis en général, c'est l'entraînement 6 à 8 heures par jour. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est toutes les semaines comme ça dépend aussi des jeux, des compétitions. Et parfois, ils vont en bootcamp, c'est-à-dire qu'ils vont tous se réunir. Parce que souvent, il faut savoir qu'ils jouent à distance. Donc là, le bootcamp, c'est souvent l'occasion pour eux de se réunir, de créer des liens, en fait. Hein. Il y a ça aussi, hein. L'harmonie dans une équipe fait que du coup, ils joueront mieux, une compréhension, une bonne communication. Donc, ça va être vraiment de favoriser ça, en fait, de les emmener l'année dernière, ils avaient été dans les Alpes à moins 10 degrés sous une tente pour voir comment ils géraient l'effort, comment ils géraient le stress, des situations d'inconfort, et puis pour créer cet esprit de groupe, de team spirit, en fait. Donc voilà, mais c'est énormément d'entraînement. Et suivant les jeux, mais par exemple sur Counter-Strike, la moitié de l'année, ils sont en déplacement sur des compétitions. Donc, c'est pareil, c'est extrêmement fatigant. Hein. Ils sont en permanence, ils ont très peu de temps de vacances. Donc, eux, ils passent leur temps dans les avions, dans les trains, dans les chambres d'hôtel, en déplacement. Après, il faut qu'ils retournent chez eux. Ils n'habitent pas tous à Paris. Donc, une fois qu'ils arrivent à Paris, il faut qu'ils retournent chez eux. Enfin, donc, c'est assez intense. C'est assez intense. Merci. Et Alexandra Cohen, tu serais prête à nous faire une synthèse des propos de Céline ? Est-ce que tu serais prête à nous faire une synthèse ? Je mets le dispositif synthèse pour ça. En tout cas, Céline, merci beaucoup. Hein. C'est notre deuxième Twitch avec ta mère. J'espère que j'ai pu répondre à... C'est notre deuxième Twitch avec ta mère. Ah, il y a une espèce de loop qui s'est mis en place. Est-ce que Alexandra a bien son casque qui fonctionne ? Alexandra, tu as bien ton casque qui fonctionne ? Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît ? Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, on t'entend. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît ? Et ça va, là, vous avez quand même un écho bizarre ? Il y a un écho bizarre, ouais. Ouais, c'est pareil. Ok. Et je te propose on va suspendre ce projet de synthèse pour le moment, peut-être, et on se la fait plus tard. Ok. On va suspendre ce projet de synthèse pour le moment, peut-être, et on se la fait plus tard. Magnifique. Et Céline, je suis heureuse que tu aies entendu ce magnifique écho. Et c'est moi, Céline, qui pour toi va faire la synthèse de tes propos. Et avant de faire la synthèse, je vais envoyer des milliers de jingles. Wouh. Là, t'as pas envoyé beaucoup de jingles. Ils sont vraiment tous plus beaux les uns que les autres, quoi. Alors, pour ce Twitch avec ta mère numéro 1 avec Céline Ferté,
Voici une synthèse. Alors, Céline Ferté, tu es juriste et ça fait 4 ans que tu es à la team Vitality. Tu nous as parlé de toi, de toutes les personnes avec qui tu travaillais. Tu nous as raconté aussi l'effet en fait, du lien, de ce lien très étroit que tu avais avec le club sur ton quotidien. Qu'est-ce que tu nous as dit d'autre? Tu nous as parlé des métiers de l'e-sport, bien entendu, alors qui sont autour qui sont en fait des métiers qui sont liés à une structuration en entreprise, à une entreprise qu'on pourrait qualifier, j'ai envie de dire, d'événementiel aussi, oui. où il y a cette dimension-là. Ouais. Tu nous as parlé de la vie des joueurs, parce qu'il y avait un intérêt comme ça dans le chat sur la vie des joueurs. On a beau essayer de parler de ce qui se passe derrière avec le staff, ça revient toujours. Et tu nous as parlé du rapport à l'international aussi de ce métier et du goût en fait, que vous avez en fait vous, les salariés de la team Vitality pour l'e-sport et pour cette équipe-là, qui vous habite au quotidien. Ouais, c'est une passion. Enfin, il y a vraiment, je pense, dans les piliers en fait des valeurs je sais pas si on peut appeler ça valeur, mais de Vitality, la passion, ça en fait partie, c'est clair. Merci de nous l'avoir transmise. Super, tant mieux. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.